Allez, on va reparler de ce sommet Égypte-Union européenne, mais cette fois-ci sur un plan beaucoup plus juridique. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Ibrahim El-Beheri, spécialiste en droit international. Bonjour. Allô? Dr Beheri, est-ce que vous êtes avec nous? Dr Beheri? Alors, on essaye de le contacter. Donc, comme je vous le disais, nous allons parler, nous intéresser à ce sommet, donc comme un tournant dans les relations entre les deux partenaires, à savoir Union européenne, Égypte. Il faut dire donc que sur différents points, on considère que ce sommet est historique. Et justement, Dr Ibrahim El-Beheri va nous dire en quoi ce sommet est historique. Est-ce que vous êtes avec nous? Avec vous? Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Alors je disais justement que ce sommet est considéré comme étant historique. Pourquoi on le qualifie comme tel? En effet, c'est un sommet, comme vous l'avez dit, effectivement historique, parce que c'est le fruit d'un long trajet des négociations et de pourparlers avec l'Union européenne. Si vous vous rappelez bien que les relations entre l'Égypte et l'Union européenne ont démarré depuis bien longtemps, et elles se sont intensifiées à partir de 2004. Un accord d'association a été conclu entre l'Égypte et l'Union européenne. En 2010, un accord complémentaire ou des accords complémentaires ont eu lieu pour consolider les relations commerciales entre l'Égypte et l'Union européenne. Une période, je peux dire, de refroidissement des relations a été traversée pendant le printemps arabe et surtout à partir de 2013 jusqu'à 2016. Et à cette époque, l'Égypte s'est orientée un peu vers la Chine et la Russie. Mais dès que la situation de l'Égypte s'est stabilisée, la question des droits de l'homme a été, entre guillemets, mise en place, l'Union européenne a repris la parole et les négociations avec l'Égypte à partir de 2013 pour un partenariat stratégique et global. Un accord signé au mois de mars 2024 pour un montant de 7,400 millions euros. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est en voie d'inauguration de cet accord. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État égyptien qui est présent à Bruxelles pour regarder de près, établir, mettre les points sur les i sur ce partenariat stratégique global. Un accord ou un partenariat, je peux dire, très important parce qu'un État comme la Turquie, qui a essayé pendant des longues décennies une intégration à l'Europe, elle n'a pas pu arriver qu'un tel accord de partenariat avec l'Europe. C'est-à-dire l'Europe refuse, comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, une intégration totale de la Turquie au sein de l'Union européenne, pour des aspects politiques, religieux, droits de l'homme, etc. Un État comme Israël, qui a eu la possibilité d'une association avec l'Europe en 2000-2001, n'a pas pu parvenir à cette étape de collaboration étroite, c'est-à-dire un partenariat stratégique comme l'Égypte a pu parvenir. Donc ceci est lié peut-être au poids politique, économique, géographique de notre pays, parce que l'Égypte, malgré tout, entretient avec l'Union européenne, avec les États européens, des relations historiques qui remontent à l'époque de Mohamed Ali, comme on le sait tous. Donc aujourd'hui, transformer les relations entre l'Égypte et l'Union européenne, des relations, des tensions ou d'occultation, de colonisation, comme c'est fut l'époque, des relations de collaboration et de collaboration, je peux dire, stratégique, comme elles l'ont qualifié, et globale, comme elles le disent. Je pense qu'aujourd'hui,
on parvient de travailler avec l'Europe de tête à tête, avec un certain pied d'égalité, et on peut, si on veut bien, récolter les fruits de ces collaborations très étroites si, je pense, si l'Égypte met les points sur les i, c'est-à-dire prépare un terrain d'accueil des investissements étrangers sur son territoire. Très bien. Alors, justement, en droit international, quelle valeur a une déclaration conjointe comme celle qui a été adoptée lors de ce sommet? En droit international, les accords signés entre les États sont des contrats. C'est-à-dire des contrats ayant des forces obligatoires. Ce sont des déclarations sur l'honneur qui engagent les pays concernés, les organisations concernées, et l'Égypte est un État souverain. L'Union européenne est composée d'un ensemble, d'un bon nombre d'États qui ont bien de l'influence sur la scène internationale. Donc, ces genres d'accords de collaboration, ces genres d'accords de partenariat stratégique, tant qu'elles sont signées par les responsables politiques des États, elles ont une force contraignante pour les deux pays, pour les deux partenaires qui ont signé ces accords. On est dans une sorte de traité politique? Normalement, une fois les accords sont signés, ça peut être considéré comme des traités. Et si il s'agit de deux parties, on peut dire des traités bilatéraux. Un traité bilatéral. S'il s'agit de plusieurs parties qui signent ce genre de traités, ce sont des traités multilatéraux. Donc aujourd'hui, l'Europe correspond à une seule entité. Et l'Égypte est de l'autre côté une autre entité, donc c'est un traité bilatéral entre l'Égypte et l'Union européenne, représenté par son représentant légal, comme on le sait. Et donc ce genre de traité engagé entre l'Égypte et l'Union européenne engage les deux entités, les deux pays, mais comme on l'a dit, l'Union européenne n'est pas un seul pays, mais c'est un ensemble, un regroupement des États qui correspond à l'Europe tout entière, quoi. On peut dire que ça donne aussi du poids à l'Égypte au sein de la communauté internationale. Je pense que ce genre de partenariat qui a démarré au mois de mars 2024, qui se traduit aujourd'hui par la présence politique des plus hauts responsables des deux pays, est une traduction également du rôle joué par l'Égypte tout au long de ces dernières années sur la scène internationale, le rôle modéré de l'Égypte. Surtout ce dernier rôle bien apparent dans la crise de Gaza, quoi. Donc, ça peut donner du poids politique et économique pour l'Égypte. Mais comme je vous l'avais dit il y a quelques instants, il faut qu'on saisisse l'occasion. Saisir l'occasion, c'est-à-dire établir les bons terrains pour encourager, rendre les partenaires européens bien confiants pour l'avenir et la prospérité de leur investissement en Égypte. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il faut que la terre juridique de l'accueil des investissements étrangers en Égypte soit bien solide. Il faut également que la bureaucratie soit dégagée. Il faut que la corruption soit terminée. Donc, si on parvient, notamment, si je puis dire, l'Égypte a des avantages pour l'Europe. Des avantages. Nous avons une main-d'œuvre qui peut être rapidement bien qualifiée, qui coûte moins cher aux entreprises européennes. Nous avons des matières premières présentes. Nous sommes bien plus proches de l'Europe que l'Inde et les États asiatiques. Donc, tous ces facteurs correspondent à des points d'encouragement pour les entreprises, les grosses entreprises européennes. Donc, si, avec ces facteurs liés à la géographie, on peut rajouter, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, d'autres facteurs, d'autres piliers qui sont essentiels, à savoir la sécurité juridique, la transparence, la lutte contre la corruption, mettre fin à la bureaucratie. Je vous donne un exemple très simple. Je vous en prie. Je me rappelle qu'en France, on peut avoir la licence d'exportation ou d'importation presque avec un euro symbolique. Ceci est une politique poursuivie pour la France afin d'encourager les moyens, les petites entreprises pour travailler sur la scène internationale. L'Égypte, je peux dire, aujourd'hui, malheureusement, n'adopte pas cette politique.
pour avoir la licence d'importation pour des investisseurs égyptiens, il faut qu'il y ait une lettre de garantie d'au moins 200 000 livres égyptiens. Donc, est-ce qu'on peut assouplir nos règles juridiques pour encourager nos moyennes et petites entreprises afin qu'ils puissent collaborer avec ces entreprises européennes et autres? Est-ce qu'on peut réviser, revoir notre tradition, si je puis dire, administrative, de façon permettant que tous les points d'handicap qui existent dans notre système juridique et administratif peuvent aller dans le sens d'assouplissement, de la transparence, afin que l'investisseur étranger, quand il vient en Égypte, au lieu qu'il va à la Chine, au lieu qu'il va à l'Indonésie, au lieu qu'il va à l'Inde, il va ici, à côté. Et pour nous, ça nous permettra, avec le temps, de voir peut-être des entreprises égyptiennes qui prennent le relais, qui peuvent concurrencer sur la scène internationale. Vous savez, la Chine, à titre d'exemple, il y a 50 ans, mais c'est pas comme aujourd'hui. Les Européens ont donné, et les Américains, ont donné à la Chine la chance de faire la concurrence à ces puissances occidentales aujourd'hui. Oui. Donc, est-ce qu'on ne peut pas saisir ces genres d'occasions pour qu'on puisse, à notre tour, jouer comme la Chine le rôle, ou un rôle qui est approprié à l'Égypte, dans la zone du Moyen-Orient? Oui, professeur Ibrahim El-Bahiri, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vais donc utiliser cette question comme en guise de conclusion à cet entretien très riche. Merci à vous de votre participation. Je rappelle que vous êtes doctorant en droit international. Merci infiniment. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme.